messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette édition à la une de l'actualité lutte syndicale. Le SAES exige la publication du décret sur les pensions de réversion. Les enseignants de l'UCAD qui montent au créneau dénoncent le manque de considération des autorités. Leurs revendications s'inscrivent dans un contexte plus large de tension avec l'État. Le bras de fer entre le syndicat et le gouvernement semble loin d'être résolu. Le Premier ministre Ousmane Sonko, encore face aux députés, une séance cruciale à l'Assemblée nationale. Ce vendredi 21 février 2025, le chef du gouvernement répondra aux questions d'actualité des parlementaires. Économie, gouvernance, justice, des sujets brûlants seront au cœur des échanges. Sécurité de combat de lutte, la décision du ministre de l'Intérieur divise. La suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte fait réagir. Si certains applaudissent cette fermeté, d'autres réclament des assises pour repenser la sécurité et éviter les dérives violentes. Un débat qui secoue les riverains et les passionnés de cette discipline. Hors de chez nous, l'Est de la RDC en alerte. L'AFC M23 progresse vers Uvira. Après la prise de Kamoyola, les combattants de l'AFC M23 avancent vers Ivura, semant la panique parmi les populations. Les tirs et l'insécurité grandissante inquiètent les autorités locales et la communauté internationale. Une nouvelle flambée de violence menace le sud du Kivu. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette édition. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le corps universitaire hausse le ton face aux autorités. Ce mercredi après-midi, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, section UCAD, le SAES, est monté au créneau pour exiger la publication du décret concernant le paiement de la pension de réversion. Une revendication qui s'inscrit dans un ensemble plus large de doléances portées par les enseignants du supérieur qui dénoncent un manque de considération de la part des autorités. La coordination du syndicat autonome de l'enseignement supérieur du campus universitaire de Dakar continue de réclamer le début du paiement des pensions de réversion. Il s'agit d'une allocation devant être versée aux familles des enseignants-chercheurs décédés. Un engagement, selon eux, pris par le gouvernement est déjà matérialisé à travers un décret. Notre décret a été signé le 28 février 2024. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est la continuité de l'État. Que le décret ait disparu ou pas, nous, ça ne nous engage pas. Ce n'est pas de notre responsabilité, c'est de la responsabilité du gouvernement. Peu importe le changement de régime, le principe est là, et un principe sacro-saint, c'est la continuité de l'État. Autre revendication, c'est celle relative à la pension de retraite, dont le montant devait être rehaussé. Ce n'est pas en plus qu'on demande, ce n'est pas à l'État de payer en lieu et place. Nous travaillons, nous cotisons, on demande à l'État uniquement le respect du Code général de la pension civile et militaire au regard de nos cotisations et au regard de la loi. On ne commande pas, on ne demande pas la charité. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur avait décrété 2 jours de grève, un mouvement d'humeur tenu ces 18 et 19 février. Mais ces syndicalistes entendent poursuivre leur plan d'action tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Le drame survenu à l'université Gaston Berger de Saint-Louis continue de susciter des questions, surtout au niveau de mal-être estudiantine, difficultés d'intégration, pression académique, isolement, autant de facteurs qui fragilisent ces jeunes et peuvent les plonger, autant pour moi, 2 fois dans un état dépressif. Comment y faire face? Des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont témoigné au micro de Jumbo Mbaye. Cet étudiant djiboutien en 3e année de médecine raconte ses débuts à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ses premiers jours dans un environnement où rien ne lui rappelait son pays d'origine. Tu vois les gens qui sont tous regroupés et toi tu es à l'écart, tu es seul. Même si que tu t'intègres, des gens là, ils parlent Wolof, ils parlent d'autres langues et là tu n'essayes pas de comprendre, tu fais des preuves, tu fais des efforts pour comprendre mais bon. Aujourd'hui, il a réussi son intégration. Il s'est même fait des amis.
Mamadou Massou Ndiaye, étudiant en deuxième année, avoue lui aussi avoir traversé une période de solitude dans ce temple du savoir. J'ai vécu un moment de solitude quand je suis venu à l'ESP en première année parce que je ne connaissais personne là-bas. Je venais juste d'intégrer et des fois, peut-être j'avais personne à qui parler. Mais après, je me suis familiarisé avec les gens. Ils ne sont pas les seuls à avoir vécu des moments de stress. Quasiment tous les étudiants sont passés par là. Ce trio vient d'arriver à l'UCAD. On n'a pas eu assez d'informations, on n'était pas assez préparé à ça. Forcément, c'est pas facile. Si tu es une personne timide comme moi ou bien associable un peu, c'est pas aussi évident. Nos interlocuteurs s'accordent tous à dire qu'il existe bien des facteurs dans la vie estudiantine qui peuvent conduire à la dépression, la perte de l'estime de soi. Avec les persécutions, avec les étudiants entre eux, ils se blaguent et ils se moquent des physiques des autres ou de leur mentalité, alors que chaque personne est unique. Il peut penser à sa façon et on doit respecter sa manière de penser. Il y a beaucoup d'étudiants seuls et ce qu'il faut, il est préférable d'aller les voir, d'aller les aider s'ils ont des difficultés pour avoir une aide émotionnelle. La lettre de Matar Diagne, l'étudiant de l'UGB qui s'est donné la mort par pendaison, montre à quel point il est difficile de vivre esselé dans un milieu aussi singulier tel que l'université. Le Premier ministre Ousmane Sonko sera de retour à l'Assemblée nationale ce vendredi 21 février 2025 pour répondre aux questions d'actualité des députés. Ce sera son deuxième passage depuis sa déclaration de politique générale en décembre dernier. Initialement prévue le matin, cette séance de questions-réponses se tiendra dans l'après-midi. Le rapport définitif de la Cour des comptes publié récemment sera au cœur des débats. Les députés interrogeront Sonko sur les mesures prises pour corriger ces dysfonctionnements et rassurer les citoyens sur la transparence future. Le débat portera aussi sur la situation économique et sociale tendue, se manifestant par des grèves et tensions sociales. Le Premier ministre devra répondre sur les cas des syndicats qui réclament de meilleures conditions de travail et des grèves qui sont annoncées ou en cours dans plusieurs secteurs, ainsi que sur la réduction annoncée de certains salaires, une mesure controversée pour faire face aux difficultés économiques, critiquée pour son impact sur le pouvoir d'achat. Il sera aussi question du licenciement dans le secteur public, notamment au port autonome de Dakar, où des employés ont été licenciés massivement, suscitant des interrogations sur la politique de l'emploi, de la loi d'amnistie et de son abrogation. Un débat remis sur la table par le député Thierno Alassane Sall. Les parlementaires demanderont des clarifications sur la position du gouvernement concernant cette abrogation. Le débat tournera aussi autour des questions sectorielles telles que l'aquaculture et la pêche face à la baisse des captures de poissons et à l'immigration clandestine, autour du recrutement d'ouvriers agricoles à cause des polémiques qui entourent les recrutements dans ce secteur. Le prix de l'électricité et l'exploitation des ressources, notamment l'impact de l'exploitation du pétrole et du gaz sur le quotidien des Sénégalais sera abordé. En tout, 10 questions sont prévues. Les 8 seront posées par le groupe parlementaire de la majorité, Pastef les Patriotes, une par Taku Wallu Sénégal et une par les non-inscrits. Seules les questions des présidents de groupes parlementaires et Maître Aïssata Tall Sall exigeront une réponse obligatoire du Premier ministre, les autres pouvant être déléguées à des ministres. Cet exercice est perçu comme un test pour le Premier ministre afin d'évaluer sa capacité à incarner la rupture promise face à un contexte économique difficile et aux attentes populaires. Le Sénégal reprend le contrôle de son patrimoine foncier. L'État vient d'annuler le bail amphithéotique accordé à la société AD Immobilier détenue par la famille israélienne Perez et impliquée dans le commerce d'armes via Adecon. Ce contrat signé sous Macky Sall en mai 2021 cédé pour 50 ans plusieurs terrains stratégiques au cœur de Dakar contre un loyer annuel dérisoire de 5 millions de francs CFA. En contrepartie, AD Immobilier s'engageait à construire un immeuble pour la gendarmerie, mais l'évaluation a révélé une transaction largement déséquilibrée. Le gouvernement, soucieux de préserver les intérêts nationaux, a confié à la Sogepa et dirigée par Eliman Pouy la mission de récupérer ces biens publics. Une indemnisation AD d'immobilier pourrait être envisagée.
Une déclaration choc qui risque de faire des vagues. L'ancien ministre Cheikh Oumar Diagne, ex-directeur des moyens généraux de la présidence, a tenu des propos incendiaires lors d'une conférence de presse au siège de Frappe, réagissant au rapport accablant de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024. Il a appelé au rétablissement de la peine de mort contre Macky Sall et son régime. Si j'en avais le pouvoir, je les aurais exécutés, a-t-il martelé, estimant que les crimes économiques doivent être sanctionnés par la peine capitale. Une sortie radicale qui intervient après la révélation de falsification massive des chiffres de la dette et du déficit budgétaire avec des ratios atteignant respectivement 99% et 12% du PIB. Des détournements qui, selon la Cour, ont causé un carnage financier sans précédent. Renforcer les capacités de forces de l'ordre pour une meilleure prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. C'est l'objectif de la session de formation organisée par l'Association des pionnières de la police sénégalaise. Pendant des jours, des officiers et agents de police judiciaire venus des 8 régions du pays vont être outillés sur les méthodes d'accueil et d'accompagnement des victimes. Elles sont à la retraite, mais ne comptent pas néanmoins jeter l'éponge. Regroupées en association, ces pionnières de la police sénégalaise apportent leur pierre à l'édifice pour une meilleure prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une activité de sensibilisation, la formation des OPJ, APJ, des postes et commissariats de police dans les 8 régions du Sénégal. Sur le programme Résistance aux violences sexistes au Sénégal. De l'accueil et l'écoute des victimes jusqu'à leur prise en charge complète, les anciennes ne laissent rien au hasard pour mieux renforcer la capacité des officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire. Aujourd'hui, le Sénégal, en tout cas en ce qui nous concerne, est dans un tournant décisif dans la lutte contre ce fléau-là. Parce que comme nous le savons, nous ne pouvons pas parler de développement si aujourd'hui les femmes, les hommes et les garçons sont violentés. Donc la violence est vraiment une préoccupation pour les autorités du Sénégal. Cette activité de formation est organisée en collaboration avec l'Institut des inégalités et la police de la Generalitat Mossos d'Esquadra, qui est une police de proximité catalane, pour un échange d'expériences et de bonnes pratiques. D'ailleurs, ils nous ont remis leur plan d'action pour lutter contre les violences basées sur le genre. Et nous aussi, nous avons un plan d'action sénégalais qui a été actualisé en 2022, que nous comptons partager ensemble pour voir quels sont les côtés positifs que nous devons prendre en compte pour aller de l'avant. Ces échanges entre expertes sénégalaises et catalanes aboutiront, selon les anciennes, à des recommandations qui permettront à la police nationale d'apporter des solutions concrètes pour améliorer la réponse institutionnelle aux violences sexistes. Le projet de la modernisation de la décharge de Mbeubeus continue de susciter des inquiétudes. Lors d'une projection de film suivi d'un panel, l'association Bokjom et l'ONG Wigo ont donné la parole aux récupérateurs du site. Ces derniers craignent que la modernisation annoncée en 2021 par l'ancien régime ne se traduise par leur mise au chômage. Une projection de film sur le métier de récupérateur qui met en lumière la complexité de la situation en Mbeubeus. L'objectif est de stigmatiser le métier mais aussi de pousser les citoyens à une prise de conscience de la situation des travailleurs. Le film vient à son heure parce que les récupérateurs traversent une période très difficile concernant le projet Promojet. Et ceci va montrer en face du monde que les récupérateurs sont utiles dans cette société-là. Durant mes collaborations avec les récupérateurs, qu'on a pensé à faire un film pour accéder à une plus grande audience. Ils sont exposés à tous les risques au quotidien, un problème respiratoire, malformation, la qualité de l'air, autant de risques qu'ils encourent au quotidien. Il n'y a aucun de nos dirigeants ou bien de l'État qui nous ont
promu quelque chose concernant notre santé. C'est à nous de prendre soin de notre propre santé. Avec notre coopérative et notre association. Néanmoins, le site est menacé avec le nouveau projet de modernisation annoncé par l'État du Sénégal en 2021. Beaucoup de récupérateurs risquent de perdre leur emploi. On n'est pas contre le projet Promojet. C'est un projet qui a amené beaucoup d'inquiétudes au sein des récupérateurs. Et moi, je pense qu'avec l'état actuel, ils vont passer à autre chose que de détruire ces milieux de travailleurs qui sont ici. Nulle part, on ne doit refuser le développement. Il faut lui donner un autre aspect esthétique, économique. L'association Bokk Jom, en collaboration avec l'ONG Wiego, qui continue de mettre en lumière la situation des récupérateurs, en Mbeubeus, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. À présent, sport, retour des violences dans les arènes de lutte après des affrontements qui ont éclaté lors du combat Franck et Ama Baldé. Le ministre de l'Intérieur a décidé de suspendre la couverture sécuritaire des combats sur l'étendue du territoire. Une décision qui marque un tournant après plusieurs années d'accalmie obtenue grâce à des mesures de sécurité strictes. mbette sabar bu tas pëccëxoo bu mot sëkk la ñuy gis saa su daj dëpp amee ci arène nationale ay laaj yu sampu ci kaaraange gi boobaak léegi ñu ngi wéy police promoteur mbër yi ak supporter ya ku nekk rek tout un carnage, un désordre total auquel on assiste à chaque grand combat à l'arène nationale. Des questions autour de la sécurité encore et toujours subsistent. Police, promoteurs, lutteurs ou supporters, on se renvoie la responsabilité. La police, via ce communiqué, fait état de manquements assez pour ne plus assurer la couverture sécuritaire des combats jusqu'à nouvel ordre. Selon le communiqué de la police, de nombreux amateurs, malgré l'achat de leurs billets, ont été empêchés d'accéder au stade en raison de l'atteinte de la jauge maximale. Face à ces risques de débordement, les forces de l'ordre ont procédé à la fermeture des portes. Cependant, cette mesure n'a pas empêché un déchaînement de violence après les combats, entraînant des actes de vandalisme, la destruction de biens publics et privés, ainsi que des agressions. Le drame a culminé avec l'agression mortelle d'un jeune dans la banlieue dakaroise. Pourtant, en juillet dernier, l'ancien comité de gestion sous Birassène avait pris les mesures pour siffler la fin tardive des galas de lutte, les grands combats, plus tolérés au-delà de 20 heures. Birassène n'avait pas manqué de rappeler dans une note les pénalités financières, le temps de préparation des combats préliminaires strictement limité, une batterie de mesures portant un intérêt au respect strict. Toutefois, ces rectificatifs avaient provoqué l'ire des acteurs. Avec l'arrivée de Malick Ngom, on a eu un retour aux vieilles pratiques. Bonne ou mauvaise rupture, les conséquences parlent. Des horaires tardives, des promoteurs qui n'en font qu'à leur propre tête ou à l'intérêt de leur business, des interrogations parmi tant d'autres. Ne doit-on pas sanctionner ces promoteurs pour manquement? Ne sacrifie-t-on pas ces lutteurs et tout ce beau monde autour de cette activité sportive? Personne ne veut trancher. Où va-t-on avec ces pratiques qui coûtent énormément à d'honnêtes citoyens? Le monde de la lutte attend de voir la suite. Ce qui est sûr, c'est que cette décision a fort impact. La décision du ministère de l'Intérieur de suspendre la couverture sécuritaire des combats de lutte passe mal auprès des amateurs du milieu. Doudou Diagne Diego, président de l'amicale des amateurs de lutte, pointe du doigt le manquement du comité de gestion actuel. Pendant ce temps, d'autres appellent à des concertations urgentes pour éviter une crise qui pourrait nuire l'avenir, la lutte sénégalaise. La pilule est dure à avaler. La lutte, c'est un grenier d'emploi. Donc moi, j'étais très surpris et je ne vois pas pourquoi on prend telle décision. Les acteurs de la lutte ont été surpris par cette décision, notamment les promoteurs. Et pourtant, de fins observateurs l'avaient vu venir. C'est le cas de Abdoulaye Dembélé. Il y a une réalité qui se passe dans la lutte. Si cela n'est pas respecté, on va imputer la responsabilité aux responsables de la lutte, notamment le CNG, mais surtout aux promoteurs et autres acteurs.
Un raisonnement appuyé par l'ancien conseiller de l'actuel président du Conseil national de gestion de la lutte, Doudou Dieko, critique de la nouvelle direction. Sous Birassène, ils avaient accordé leur violon avec les différentes autorités concernées. Mais cette nouvelle direction a failli. La décision actée, Doudou Dieko et compagnie prêchent une période de grâce avant que des concertations soient ouvertes. Nous prions le ministre de revenir sur sa décision, le temps de terminer les jafis phares avant le ramadan. Qui voient le monde de la lutte, discuter avec eux, trouver des solutions. Les autres lutteurs doivent s'inspirer de leurs camarades qui sensibilisent leurs supporters. Bien qu'ils aient à l'unanimité décrié les violences répétitives, les acteurs fulminent les stéréotypes liés à leur domaine. Pour eux, le football local et la politique surtout causent plus de tort aux populations. Face à la recrudescence des violences après des combats de lutte, la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal sonne l'alerte. Dans un communiqué publié ce 19 février 2025, elle recommande la suspension provisoire de la lutte jusqu'à la mise en place de la mesure sécuritaire renforcée. La Commission rappelle que ce sport, bien qu'étant un patrimoine culturel, ne doit pas se faire au détriment de la sécurité publique. Les affrontements entre supporters, les agressions, actes de vandalisme deviennent de plus en plus fréquents, menaçant la cohésion sociale et le vivre ensemble. Suspendre la couverture sanitaire des combats de lutte, une décision qui trouve un écho favorable auprès des riverains. Si certains saluent avec fermeté la décision du ministre de l'Intérieur, d'autres appellent à des assises pour renforcer la sécurité autour de cette discipline et éviter d'en faire un foyer de violence. Les riverains de l'arène nationale ont toujours une peur bleue à chaque organisation de combat de lutte. Ils en ont marre aujourd'hui. Lamb musul am ba jeex té ñun jankarlo wuñ ak ay jafé yu metti. Nous ne sommes pas tranquilles à chaque organisation de combat. Nous qui sommes aux alentours, nous sommes vraiment fatigués. Il y a toujours des agressions, des vols à l'arraché. Aujourd'hui, nous n'avons lañ bëggon nangu mu bañ xex ak ñom. Gaay jam ko mu dé ci pour lan. La décision du ministre de l'Intérieur de suspendre la couverture sécuritaire jusqu'à nouvel ordre, cette riveraine magnifie la décision. Je suis d'accord avec le ministre parce qu'il y a trop de violence dans notre secteur. Il y a trop de violence. Je suis tout cœur avec le ministre. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires. Ceci lui emboîte le pas. Dans ce sens-là que le ministre de l'Intérieur pourra sécuriser le périmètre qui concerne peut-être le déplacement des lutteurs. Mais quand on arrête un itinéraire pour un lutteur, le lutteur prend un autre itinéraire pour des raisons que nous ne savons pas. Ça aussi, je pense que ça ne peut pas faciliter la sécurité. Pour ce riverain, il faut tenir des assises pour trouver des solutions concrètes à tous ces mots qui portent préjudice. Effectivement, on doit organiser des assises de la lutte pour trouver une solution. On n'a pas dit de fermer l'arène définitivement, mais on doit organiser des assises de lamb pour quand même faire à ce que il n'y aura pas de mort dans l'arène, parce que c'est trop. Pour rappel, aux morts d'hommes, des vols à l'arraché suivis d'agressions ont été enregistrés lors du combat opposant Ama Baldé à Franc. Parlons à présent football, en choc en vue des Lions de la Teranga et les Three Lions. Angleterre et le Sénégal se sont entendus pour un match amical qui se jouera le 10 juin prochain au City Ground de Nottingham entre Nottingham Forest. Ce sera seulement la deuxième confrontation entre les deux nations après leur duel en 8e de finale du Mondial 2022. Où l'Angleterre s'était imposée 3-0, une rencontre qui permettra aux joueurs sénégalais évoluant en première ligue de retrouver un terrain familier avec un retour éphémère de Sadio Mané en Angleterre. En un mot de cette affiche, le Sénégal pourrait disputer un autre match amical les 6 et 7 juin contre un adversaire encore inconnu, alors que l'Irlande avait manifesté son intérêt pour accueillir les Lions à Duplon.
L'actualité internationale sous forme de télégramme. L'insécurité s'intensifie à l'est de la RDC après avoir pris le contrôle de la cité de Kamiolo, cité située à environ 45 km de Bukavu. Les combattants de l'Alliance des forces congolaises poursuivent leur progression en direction d'Ivaru, plus au sud dans plusieurs localités environ, y compris à Uvara. Des tirs ont été signalés, plongeant la population dans un climat de panique. Après avoir quitté Kamiola, les combattants de l'AFC M23 sont arrivés hier mardi à Luvungi sur la route nationale numéro 5, à seulement 15 km de leur point de départ avant leur arrivée. Des scènes de pillage ont été signalées à Ivura. Même des tirs se sont poursuivis ce mercredi. Selon des témoignages sur place, des pillages ont eu lieu impliquant les hommes armés, parmi lesquels des milices locales et certains militaires. La situation reste très